Buongiorno, buongiorno signori e signore. Sono estremamente lieto di prendere la parola. Molto scusi, non parlo italiano, mais francese. Bon, donc je vais vous parler avant tout en français. Parce que c'est un sujet qui est un sujet quand même assez culturel et qui demande à être très sensible, qui demande à être bien traduit, à être bien compris. Et donc du coup, c'est plus simple de le faire dans sa langue maternelle. Alors nous allons, pour me présenter rapidement, je suis donc, comme on l'a vu, Édouard Frignet. Et j'ai travaillé pendant 35 ans dans une société, donc WL Gore. Et j'ai donc une grande expérience à travailler dans une société qui était sur un système non hiérarchique, qui a supprimé tout système hiérarchique, qui a permis de développer beaucoup les esprits d'innovation et qui a permis aussi à tous les associés ou les salariés de se développer d'une façon personnelle, de façon extraordinaire. Il faut savoir que la société n'est pas une petite société, puisque c'est une société qui fait 10 000 personnes y travaillent, 10 000 associés. Et c'est aussi une société qui a beaucoup grandi, puisqu'elle fait 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est évidemment un chiffre assez impressionnant, même si ça reste une petite multinationale. Donc je vais commencer par vous donner beaucoup d'éléments, c'est assez pragmatique ce que je vais vous donner. Je vais être moins dans la perspective que dans la réalité de ce que moi j'ai pu essayer, travailler, les tests que j'ai faits, comment j'ai grandi, comment j'ai essayé de développer des gens aussi. Donc j'espère que vous allez pouvoir tirer, vous, beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de vous inspirer ensuite dans vos propres sociétés. C'est-à-dire qu'aucun exemple n'est vraiment un exemple à suivre, c'est simplement des idées que vous allez pouvoir reprendre éventuellement si vous les aimez et si vous les trouvez intéressantes. Et à partir de là, pouvoir créer votre propre façon de vous organiser à partir de l'idée de enlever le système de hiérarchie qui est lourde et qui bloque l'ensemble de la société aujourd'hui. J'espère que c'est confortable pour vous, pour entendre et pour la traduction. Alors, j'ai fait le moins possible de chartes, mais la première est évidemment ce qui a inspiré à la fois donc, votre association et à la fois pour moi aussi, c'est des choses dans lesquelles je me suis beaucoup retrouvé. C'est un livre qui est écrit par Isaac Getz, qui est un professeur à l'ESCP de Paris, donc une école de commerce de Paris. Il a interviewé plus de 250 entreprises à travers le monde et évidemment, il parle assez longuement de notre société puisque c'est un exemple qui est parlant et surtout c'est un des premiers exemples de société qu'il appelait société libérée. Libérée, c'est-à-dire où vous laissez libre vos salariés pour travailler dans les meilleures conditions possibles et les laisser se développer eux-mêmes. En fait, il faut revenir un peu à la base, je reviens un petit peu en arrière, mais il faut revenir un peu à la base de nos organisations aujourd'hui. Elles sont organisées sous un système encore qui est le taylorisme. C'était un système qui a été mis en place par Taylor, qui était extrêmement performant donc, au 19e, parce qu'on avait affaire tout simplement à des organisations qui étaient industriels, dans lesquels il y avait des ingénieurs, des personnes qui avaient développé des systèmes très techniques. Il y avait ceux qui savaient, qui étaient vraiment les techniciens, qui avaient développé, et puis ceux qui étaient simplement des gens qui avaient d'autres savoir-faire, qui étaient des artisans, qui étaient aussi
des personnes qui venaient de la terre et qui travaillaient dans l'agriculture. Et évidemment, il n'y a pas de savoir-faire industriel. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? Le taylorisme a été génial dans ce sens-là parce qu'il a organisé d'une façon assez militaire le fonctionnement qui est le top, qui savait pourquoi on faisait les choses, qui savait comment faire les choses et qui, derrière, évidemment, expliquait à toute la cascade derrière organisationnelle de comment faire jusqu'à serrer un boulon. C'est-à-dire que voilà, c'était une organisation très organisationnelle, très dans le comment faire, et on ne s'adressait pas à l'intelligence de ceux qui y travaillaient, mais beaucoup plus à les bras, avancer, faire les choses, faire l'action, être en action. Donc là, je reprends vraiment cet élément-là qui est basique pour moi. L'entreprise libérée, qu'on a donc mis sous le nom ici, à chaque fois, la présentation est en anglais de manière à ce que vous y retrouviez. Et puis derrière, ce qui est important, le bonheur des salariés au travail, ça apporte croissance, innovation et flexibilité. Parce que ici, vous êtes tous responsables, peut-être de groupes ou peut-être d'industrie, et vous avez besoin de croissance, vous avez besoin de développer votre business. Et on parle bien de ça. On ne parle pas d'autre chose. Je ne suis pas dans la théorie. Je suis dans comment est-ce qu'on peut faire pour faire face à des véritables enjeux économiques auxquels nous sommes tous confrontés en Europe. Alors ici, je vais commencer par une question que je vais vous poser. Est-ce que vous savez à peu près, pour vous, quel est le pourcentage dans les salariés européens de ceux qui se sentent réellement engagés dans leur société? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Pourcentage? Combien? 4? 40? 20? Ouais, on a des experts quand même ici. On a des experts. Ouais, il y a des experts. Alors, écoutez, je vais vous montrer là, tout de suite. Ça vient de chez Gallup, donc c'est assez clair. Alors, il y a 3 catégories. C'est très intéressant. Il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est ceux qui sont vraiment engagés. Ils sont engagés. C'est 14% en Europe. En Europe. Ça veut dire que, je vais vous donner un exemple, j'ai pas vu pour l'Italie, mais pour la France, c'est 9%. Plus on monte vers le nord de l'Europe, plus on a un système où ils se sentent engagés. Ensuite, vous avez la grosse majorité, alors cela, c'est très bien. En général, c'est ceux qui travaillent très près du pouvoir, j'allais dire, donc du top. Et c'est les directeurs financiers, ça peut être des directeurs techniques, ils sont tout près en fait du pouvoir et donc ils se sentent très intégrés, ils comprennent pourquoi et ils savent comment faire les choses. Et il y a un système de confiance qui est mis en place avec eux, entre le directeur, le patron et puis ceux qui vont travailler juste autour de lui. Ensuite, vous avez les 66%. Alors là, ceux-là, ils rentrent à la société, ils pointent leur horaire, ils regardent évidemment, ils pointent pour rentrer dans la société, et ensuite ils vont attendre et regarder la montre avant tout pour savoir quand est-ce qu'ils vont sortir, pour faire des choses qui les intéressent. Ils arrivent, ils sont déjà non motivés, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. On leur a dit ce qu'ils avaient à faire et comment le faire, et ils vont juste exécuter. C'est tout, mais ils ne vont rien donner de plus. Rien. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie, parce qu'il en reste 20% quand même, c'est la catégorie de ceux qui sont activement non engagés. Alors, activement non engagés, c'est ceux qui sont... Alors eux, ils sont carrément dans la situation où ils sont tellement mal dans la société, ils sont tellement furieux d'être dans la société qu'ils vont essayer de démotiver et de casser ceux qui sont ultra motivés pour les mettre dans la catégorie des non motivés. Donc c'est des renards, c'est ceux qui sont un peu les tueurs. Hein. Et ils sont là, c'est ceux qui vont dire « Non mais là tu te fais avoir encore, c'est le patron qui t'a dit de faire ça, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas faire ça? Ça ne va rien te rapporter, c'est à lui que ça va rapporter. » Et ils cassent derrière
Alors que finalement, celui qui est ultra motivé, bien entendu, il est créatif, il a confiance, il a envie de faire. Donc, il faut savoir que nos sociétés, c'est à peu près ça. C'est la situation que l'on a. Elle n'est pas très brillante, mais elle est due à notre organisation, la manière dont elle est organisée. Alors évidemment, ça c'est le pied, là c'est extraordinaire. Là c'est vraiment ce qu'on cherche à atteindre. On cherche à atteindre. Là c'est la Dream Team. Hein. On est bien là-dedans. On est vraiment heureux. Ils travaillent bien. Ils sont ensemble. Et on sent qu'ils font des choses. On sent qu'ils s'écoutent. On sent qu'ils sont bien dans ce qu'ils font. Alors ça passe par ce que j'appelle, moi, on va parler quand même beaucoup de ça, c'est le bonheur. Happiness. Le bonheur, en fait, c'est ce qui va amener de la croissance. Et le bonheur de vos salariés, de ceux qui travaillent avec vous, c'est ce qui va vous amener de la croissance. Parce que là, ils vont vraiment donner tout ce qu'ils ont. Et ils ont beaucoup de choses. Moi, je suis un optimiste, bien entendu, parce que j'ai vécu aussi dans ce système. Mais c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il peut y avoir comme énergie, comme innovation possible avec tous ceux qui travaillent avec vous. Mais simplement, elle ne s'exprime pas, elle est bloquée. Donc, de manière extrêmement simplifiée ici, quels sont les éléments nécessaires pour atteindre ce bonheur? C'est évidemment la liberté. On va parler beaucoup de liberté, laisser libres les salariés, les laisser avancer et se sentir bien dans la communication. Évidemment, ce qu'on appelle l'engagement personnel, l'engagement du salarié personnellement sur son propre travail, parce qu'il a bien compris où il allait, il a bien compris ce qu'il pouvait apporter. Et donc, il s'engage personnellement vis-à-vis de son groupe dans ce qu'il va faire. Ça va lui amener quoi? Ça va amener évidemment le bonheur de travailler et évidemment, derrière, pour vos entreprises, la performance. La performance passera par ça. Donc on est bien dans un système qui est là pour faire de la croissance, pour faire grandir vos entreprises, pour les aider à avoir plus d'innovation possible et donc d'avancer réellement dans le monde actuel pour savoir être meilleur que d'autres et aussi proposer à vos consommateurs, à vos clients, de meilleurs produits ou des choses plus originales ou différentes qui correspondent mieux à leurs besoins. Il faut savoir que le bonheur, c'est quand on pose des questions à tous les salariés, c'est vraiment ce qu'ils attendent, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que les compagnies doivent maintenant, les sociétés doivent vraiment tenir compte de ça. Sans bonheur, les sociétés se bloquent, les sociétés ralentissent. Les éléments sont discutés, on ne discute plus que de salaire, de droits, de besoins, de blocage, de je veux sortir à telle heure, je veux suivre exactement les règles qui sont... Je veux comprendre les règles. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas heureux. Là, c'est une slide un petit peu plus fournie. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Parce que c'est la question, c'est ok, c'est bien le bonheur des salariés, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Évidemment, d'un côté, d'avoir des salariés qui sont vraiment engagés. Donc, vous avez des gens qui se sentent vraiment engagés dans ce qu'ils font avec vous. Et je dis bien avec vous, et non pas pour vous. Ils sont autonomes. Ils sont évidemment beaucoup plus créatifs parce qu'il y a énormément d'idées. En fait, il y a beaucoup d'idées personnelles. Il y a beaucoup de gens qui ont des expériences personnelles et ces idées peuvent être utilisées après au niveau de l'entreprise. Heureux, ça on l'a dit plusieurs fois, c'est important juste auparavant. Et évidemment, la possibilité de se développer personnellement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans « je développe la société », mais moi aussi je reçois des choses puisque je me développe personnellement. Je suis mieux dans ce que je fais, je grandis, je fais des expériences dans ma société qui sont intéressantes et donc je me développe. Après, pour les sociétés et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Une réactivité extraordinaire parce que vous avez des gens qui sont très, très proches de vous et très proches du marché, donc ils vont être tout de suite prêts à faire remonter l'information de ce qui se passe pas, ou des idées qui sont à développer. Donc c'est extrêmement rapide, très, très innovateur. Là, vous allez voir, c'est un système dans lequel, d'un seul coup, vous allez sentir les innovations revenir vers vous, mais de façon extraordinaire. Certaines sont utilisables, certaines ne sont pas utilisables. Certaines sont dans la mission de l'entreprise, certaines ne le sont pas. Mais n'empêche que c'est ça.
qui va surtout sortir quand on libère les salariés, quand on leur laisse la liberté de s'organiser de façon autonome. La croissance, bien entendu, de la valeur de vos entreprises, de la valeur de marché, mais la valeur d'entreprise, ce qu'on appelle le goodwill, bien entendu, parce qu'on a une société d'un seul coup qui a véritablement une capacité à pouvoir innover, à pouvoir réagir. La valeur des gens qui y travaillent, des équipes, est vraiment forte. Donc forcément, il y a un goodwill qui grandit beaucoup. On évite alors tous les problèmes sociaux. C'est un élément vraiment valorisant, extrêmement important. Alors, tout ça, c'est un peu la théorie, vous le comprenez bien. Tout ça, c'est d'où ça vient, pourquoi, où on veut aller. Maintenant, je vais vous parler plus de choses pratiques. Donc là, je vais vous parler du modèle dans lequel moi j'ai travaillé pendant 35 ans et dans lequel j'ai fait différentes missions. J'ai travaillé en tant qu'associé, puisque Gore a un système non pas de salariés, mais d'associés. Et les mots peuvent avoir de l'importance, c'est-à-dire que nous avons une partie du capital quand nous rentrons dans la société. Nous avons à peu près 10% du salaire par an qui est consacré à l'acquisition d'actions dans le capital. Donc nous sommes tous associés. Associés, ça veut dire que nous ne sommes pas en situation sous les mots, hein, nous ne sommes pas sous la situation de salariés, donc pas subordonnés dans l'idée. Donc on est déjà dans une situation où on met à plat un peu les titres. Il n'y a d'ailleurs pas de titre, pas de rang dans la société. À l'intérieur, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de rang. On sait ce que chacun fait, mais il n'y a pas de carte avec moi ou marqué dans le bureau chef. Ça n'existe pas. À partir de là, d'où vient toute l'idée? C'est W. Gore, c'est un monsieur qui est génial, qui s'appelait donc Bill Gore, qui venait de chez Dupont de Nemours. Il était chercheur et ingénieur. Et il travaillait dans ce qu'on appelle des task force chez Dupont de Nemours. Il était organisé en task force pour faire des recherches sur certains sujets, certains modèles qu'il voulait développer. Et il s'est rendu compte que, évidemment, ça avait une efficacité incroyable. Ils étaient 5-6 chercheurs. Et il n'y avait pas de rang, il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas de chef. Ils étaient tous, évidemment, très performants, il faut le dire, puisqu'ils étaient tous avec une haute technologie, une connaissance de haute technologie, et ils aimaient innover. Et celui qui émergeait comme étant celui qui allait coordonner l'ensemble, émergeait de façon assez naturelle. Ça, c'est son expérience personnelle. Et il s'est dit, si un jour je dois créer une société, je vais la créer avec ce modèle-là. Là, c'était petites équipes, on peut se dire, petite équipe, ça marche. Mais est-ce qu'on peut passer à une grande société? Est-ce qu'on peut passer à 100 personnes? Est-ce qu'on peut passer à 500, puis 1000, puis 10 000? Donc la preuve, ce qu'on va voir au fur et à mesure, c'est que dans une société où il y a 10 000 personnes, à travers le monde, donc dans toutes les cultures, on n'est pas simplement, ça marche aux États-Unis, ça ne marche pas en Europe, ça marche partout, Chine compris. On peut avoir un système de remise à plat de la hiérarchie, de l'organisation, où on parle de façon libre, de façon ouverte, et on peut évidemment faire émerger toutes les idées qu'il peut y avoir de n'importe quel salarié. Donc le principe était assez simple. En fait, au départ, vous avez le make money and have fun, c'est-à-dire en fait se faire plaisir, finalement avoir du bonheur à faire du business. C'est comme ça qu'on peut le traduire. Très clairement, il a dit dès le départ, je crois aux individus, je crois aux personnes, je crois dans les personnes et je crois dans la force des petites équipes. C'est ce qu'il avait, lui, évidemment, expérimenté. Et ensuite, il a créé, à partir de là, comment va fonctionner ma société? Il a créé donc l'idée de 4 principes sur lesquels va s'appuyer son organisation. Une organisation plate. La liberté, c'est la première chose. Laisser aussi libre que possible l'ensemble de tous les salariés. 2 minutes. Et ensuite, waterline, donc là c'est la partie où on est sur un même bateau, donc évidemment il ne faut pas que le bateau soit mis en danger par les décisions que je prends avec ma liberté. Commitment, c'est évidemment la partie engagement personnel, et fairness, c'est l'honnêteté. L'honnêteté est super importante, parce que tout est basé sur la confiance. Ayez confiance avec ceux avec qui vous travaillez, ceux que vous avez choisis. Ayez confiance, confiance, confiance. Ils vous le rendront bien, ils vous le rendront bien. Alors je suis là, en effet, la confiance, c'est vraiment il faut absolument que ça soit une base. Comment est-ce que l'on peut revenir sur vos préoccupations, qui sont des préoccupations éthiques du CSR,
eh bien, c'est évidemment comment je tiens compte de l'individu, comment je le développe personnellement, comment je peux l'aider et aider ma société. Le point, évidemment, à rejoindre ici est très clairement d'écouter. L'écoute est extrêmement importante. J'écoute ceux qui travaillent avec moi. Donc, du coup, je comprends leurs besoins personnels. Ils peuvent avoir des besoins personnels qui sont intéressants pour la société. Je prends n'importe quel exemple. Un musicien, celui qui fait de la musique en dehors de la société, peut très bien avoir une idée par rapport à des produits sur une technique, qui s'appuie sur une technique et qui va pouvoir être utilisé sur des cordes de guitare. C'est ce qui a été inventé, par exemple, par Gore. On fait aussi des cordes de guitare. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir, mais il y avait des passionnés de musique. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Donc, l'intérêt du personnel est évidemment très créateur de business, très créateur d'innovation. Évidemment, il faut savoir, le background est important, mais ce n'est pas clé. On n'embauche pas les gens parce qu'ils savent simplement faire des choses, mais parce qu'ils ont une personnalité. Et le besoin business, on est bien là, évidemment, c'est à vous de bien déterminer quel est votre besoin business. On fait attention à chaque personne. Je suis obligé d'un peu accélérer, car je n'ai... Ouais. Donc je vais avancer sur le sponsoring. C'est le parrainage, en fait. Nous, en français, et je pense que ça va bien en italien aussi, le parrainage. En fait, chaque personne qui arrive dans la société va être aidée par un sponsor. Un sponsor, c'est comme un peu un coach. Il va s'occuper de son sponsee, donc celui qui va parrainer, comme sur le plan personnel. Comment le faire grandir, comment le développer. Ensuite, au bout de 6 mois, quand il se sent à l'aise dans la société, qu'il commence à bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les tenants et les aboutissants, le sponsor il va pouvoir choisir son sponsor. Il va pouvoir non pas dire, au départ de starting sponsor, on lui impose d'une certaine manière, mais ensuite il choisit son propre sponsor. Il dit, c'est cette personne-là qui va m'aider le mieux au sein de l'entreprise pour pouvoir m'aider à me développer personnellement. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve ici. Ça aide le sponsee, donc celui qui est parrainé, à se développer personnellement au mieux. On fait bien la différence entre le développement personnel et tout ce qui concerne le business. Parce qu'en effet, ce n'est pas forcément ensemble. Pour un système non hiérarchique, il faut s'organiser par petites équipes. Hein, vous comprenez qu'en fait, si jamais on est sur des équipes très grosses, c'est très compliqué. Parce que ça serait extrêmement complexe d'avoir une communication facile qui fonctionne bien. Donc des petits groupes qui sont dédiés à un projet, à une idée, ils sont responsables, chacun est vraiment responsable, il s'est engagé vis-à-vis du groupe, donc ça fait la différence. Il partage les différents engagements, les choses qui sont à faire, responsabilités, mais ils sont d'accord pour partager ces responsabilités, ils savent exactement qui va prendre quelle responsabilité à quel moment. Et du coup, ils prennent des décisions extrêmement rapides avec des gens très compétents parce qu'ils sont très près du terrain. Et là, on est avec des gens qui sont heureux de faire ça et qui sont, d'autre part, s'ils se sentent écoutés, qui se sentent considérés. Ils existent. Et ça, c'est supra important. Ils existent. La différence, nous, on parle beaucoup de leaders dans notre société et peu de management. Ici, c'est ce que je mets au départ, d'une manière un peu provocative. C'est pas que des leaders, pas de managers. C'est fini, le management, c'est ce qu'on explique. Alors, ici, les deux images sont assez claires. D'un côté, on a le boss, et de l'autre côté, on a le leader. Le leader, il guide, il avance avec, il a les mains dans le cambouis. On a vu au départ aussi ceux qui ont les mains dans le cambouis. Ils savent faire, et ils tirent. Ils sont naturels, parce qu'en fait, ils sont acceptés par le groupe qui le soutient, qui l'a élu d'une certaine manière. Le groupe a dit, oui, je pense que tu es la meilleure personne pour pouvoir nous coordonner. Donc le leadership naturel, c'est ça, c'est je suis d'une certaine manière élu. Évidemment, je suis dans la confiance et dans l'écoute. Beaucoup de confiance, beaucoup d'écoute, toujours, toujours, toujours. C'est vraiment la clé. Et puis, expliquer pourquoi et non pas arrêter de dire comment faire les choses. Vous faites confiance, ils savent faire. Ils ont une capacité, l'ensemble de tous ceux qui sont avec vous ont une capacité à savoir faire les choses qui est extraordinaire. Par contre, ils doivent bien comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'ils doivent bien être d'accord sur la mission, la vision de l'entreprise.
Et tout ça, c'est fait pourquoi? C'est fait pour le leader. Son idée, c'est évidemment, sa base de sa responsabilité, c'est de développer le business. On est bien d'accord, on est bien là-dedans. On n'est pas en train de jouer à simplement rendre heureux les gens. Voilà. Leading by example, ça c'est vraiment le leader. Il doit être en effet quelqu'un qui sait faire les choses. Pour le système non hiérarchique, comment est-ce que ça fonctionne? Donc on est à plat, donc c'est soit on peut prendre l'image d'une grille, ou moi j'ai pris du polygone, c'est-à-dire que c'est des petits groupes qui fonctionnent d'une façon autonome sur le plan en effet de leurs décisions, sur le plan de leur gestion de business, sur le plan d'innovation, mais ils sont tous reliés à d'autres groupes bien entendu. Et donc la communication est un élément qui est majeur. On communique très facilement, mais on ne communique pas à travers un système hiérarchique. On communique parce que l'autre groupe va être impliqué ou va être touché par les actions qu'on va faire. Donc du coup, je dois prendre aussi en considération les autres groupes qui vont être influencés par ce que je cherche à faire. Donc c'est une communication qui se fait régulièrement, à longueur de temps, de façon naturelle. Il n'y a pas de hiérarchie, donc on s'en fiche de passer par le haut ou par le bas. C'est tout plat. Si j'ai besoin de parler avec le CEO, je parle avec le CEO. Il n'y a pas de problème là-dessus parce que j'ai un problème à régler avec elle. Tous dans le même bateau, on a bien parlé de ça. C'est important pour vos industries aussi. Vous avez probablement plusieurs divisions, vous avez plusieurs activités. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans l'individu, on n'est pas dans la récompense simplement de l'individu. C'est que c'est un ensemble. L'ensemble, c'est vers où on va, la vision. On a discuté avant, tout ce groupe a discuté avant avec son patron, son leader. Il a discuté avant de où ils voulaient aller, pourquoi ils voulaient y aller, et ils savent chacun ce qu'ils ont à faire. Là, ils sont concentrés. Ils sont concentrés, ils font vraiment ce qu'il faut faire. Ils savent qu'en effet, ils ont choisi, ils savent où ils vont. C'est hyper important de pouvoir bien déterminer la vision de vos entreprises. La vision, c'est le phare, c'est le point qui va permettre à chacun de s'accrocher à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, où je vais avec cette entreprise. Est-ce que je suis d'accord, est-ce que je me sens bien avec ça? La vision est super importante. Revenez sur la vision, sur la mission de vos entreprises. Alors dans un système hiérarchique classique, je vais faire juste une petite aparté. Évidemment, là par exemple, si on avait beaucoup de rameurs, les premiers rameurs, ils rament très très fort, très très dur. Les rameurs au milieu, là, ils trempent simplement les rames hein, pour dire ben, « moi je rame ». Et les derniers, ils rament à l'envers. Hein, on était bien dans, vous vous rappelez, ceux qui étaient vraiment engagés, milieu et voilà, exactement. Donc évidemment, un des points majeurs pour ça, c'est que le même bateau, ça veut dire quoi? C'est que tous ces petits groupes, ils peuvent aussi s'appuyer sur la puissance de l'entreprise pour pouvoir, derrière, organiser leur développement, organiser leurs investissements. Alors, beaucoup d'autres exemples, je vais aller plus rapidement, mais beaucoup d'autres exemples qui existent. Sachez que ce n'est pas une histoire simplement des États-Unis ou simplement de Chine ou d'ailleurs. Ça existe chez nous et c'est possible, sans problème. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, c'est vrai que WGOR Italie, vous aurez le nom à la fin de la personne et vous saurez, en effet, si vous avez besoin de vérifier un certain nombre de choses, vous pourrez les contacter et parler avec eux. Ils sont deuxièmes à Best Place to Work. Donc c'est vraiment une très belle organisation pour les sociétés de moins de 500 personnes. Ils sont un peu plus de 100. Donc c'est une très belle réussite. Ça marche très bien dans la culture italienne. Elle est prête. Vos salariés sont là. Ils sont dans une situation où ils peuvent fonctionner comme ça. Alors Favifran, j'aime bien cet exemple, et ça vous en parlera un petit peu plus tard aussi, parce que c'est un exemple où c'est vraiment, ils produisent de la mécanique, ils produisent des boîtes de vitesse. Alors là, c'est pas sexy, hein, c'est des trucs, on n'est pas on n'est pas dans Internet, hein, on n'est pas dans le développement de nouveaux marchés. Eh bien, c'est extraordinaire, il faut regarder ça, il faut regarder leur exemple, il y a des idées à prendre. Ils se sont organisés autour de petits groupes aussi, petits groupes Fiat à l'intérieur, petits groupes qui va être sur Volkswagen, petit groupe PSA, et chacun est responsable de A à Z, de la vente jusqu'à la production
dans son business. D'autres, avancent à grands pas. Michelin, pourtant c'est une sacrée machine, il travaille sur ce sujet pour remettre à plat la hiérarchie. Decathlon est très proche d'être en position d'une organisation non hiérarchique. Ils travaillent depuis plus de 5 ans. Kiabi aussi, que j'ai reçu régulièrement, donc eux aussi travaillent sur le sujet. Il y a d'autres exemples, encore, des multiples exemples. Même à la SNCF, il y a des tests qui sont faits avec une nouvelle organisation qu'ils ont mis qui s'appelle Wigo, et qui est totalement organisée sans aucune hiérarchie, et avec des jeunes, parce que c'est un business tout à fait jeune, et ils sont dans le low cost. Et aucun problème avec les syndicats, ça s'est très bien passé, ça a été bien discuté, bien compris, chacun arrive à l'heure qu'il veut. Alors, moi, je suis revenu juste pour ça, pour la fin, parce que, en fait, tout est résumé ici. Il ne faut jamais oublier ça. Finalement, la liberté, elle y est. On est égaux, nous sommes égaux entre nous, donc on respecte chacun des personnes, on parle à leur intelligence. Ils sont évidemment dotés de raison, la raison, de conscience, bien entendu, et la fraternité, c'est le même bateau. On est dans le même truc, dans le même système. C'est juste, ça a un peu plus de 200 ans, mais ça marche encore aujourd'hui. Il faut revenir à des choses basiques. Voilà, c'est la dernière slide qui est plus pratique. Si jamais vous aviez besoin de votre côté, en effet, d'éléments qui soient des éléments plus pratiques, c'est la personne qu'il faudra contacter. Il est au courant, il le sait, chez W. Elgor Italie, pour vous aider. Si jamais vous avez besoin de traiter des choses très pratiques en italien, ça sera plus simple. Merci de votre écoute.